What's up, what's up, what's up? Comment est-ce qu'il va, Carl Durocher? Ça va bien, vous, monsieur Bolocine? Ça va très, très bien. Merci beaucoup. Attends une minute, je vais juste enlever la musique. C'est chill. Là, on est live. Yes, All sir. right. Good. Aujourd'hui, on a une. J'avais hâte de te rencontrer. J'avais hâte de te mettre devant le monde parce que tu sais, tous les gens qui sont à l'intérieur du groupe ne se connaissent pas nécessairement les uns les autres, puis il y en a qui ont des meilleures réputations que d'autres, puis il y en a qui sont connus, il y en a qui sont moins connus. Moi, je considère que toi, t'es un des bons entrepreneurs que je connais, là. Merci. C'est T'es gentil. t'es un de ceux qui passent à l'action puis qui mettent en application des affaires que j'ai déjà dit, là. Fait que ce qui est le fun, c'est que grâce au fait que t'es passé à l'action sur des conseils, t'es en mesure en ce moment de dire qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Mhm. C'est qu'est-ce qui est de la bullshit puis qu'est-ce qui est pas de la bullshit, qu'est-ce qui fonctionne pour toi et tout ça. Fait que t'as un bon bagage d'un gars avec un parcours atypique, tu sais, que personne n'aurait dit que tu serais un entrepreneur un jour, à un moment donné, puis je pense que même toi, tu y avais douté. Mais là, en ce moment, tu as un certain niveau de succès, puis je trouvais que c'était pertinent de te mettre devant les gens, puis qu'on jase de sujets qui sont récurrents au niveau de l'entrepreneurship. Malgré que le groupe, c'est un groupe de développement personnel dans un contexte entrepreneurial, Mhm. mais tu sais, de temps en temps, on va parler de mécanique mélangée avec le développement personnel, parce que pour moi, je vois ça comme étant une seule affaire, là. Mhm. Fait aujourd'hui, on va échanger en fait de quatre sujets différents. On avait justement la force de l'accompagnement pour aller en croissance. Fait que la croissance pour les petits entrepreneurs, puis comment qu'on fait ça. C'est quoi cette mécanique-là, puis qu'est-ce qu'on doit développer. L'importance d'écouter son équipe là-dedans. Ne pas quitter le process, parce qu'à un moment donné, ça devient dur. Mhm. C'est pas supposé d'être facile, sans quoi ça ne serait pas un succès. Et l'avantage, dans le fond, de créer une culture forte autour de ton planning, de comment tu as fait ça. Exactement toutes des choses que je juge que tu as bien fait et que tu Mhm. continues à bien faire, puis ça s'améliore d'année en année. Fait que je trouvais que c'était très pertinent. Je te laisse te présenter, mon ami. Yes, ben merci beaucoup. Mon nom c'est Carl, je suis fondateur de l'agence Gros. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Gros, Gros c'est un one-stop shop pour l'industrie de la construction. Fait qu'on aide les compagnies de la construction à croître grâce au marketing numérique puis à de l'implantation de CRM. CRM que c'est des logiciels de gestion client. On les aide aussi via le studio d'efficacité. On fait de l'implantation de logiciels. On aide aussi dans la structure organisationnelle, fait que comment organiser les troupes dans une entreprise. Puis on fait aussi quelques mandats de planification stratégique pour certains clients spécifiques. Puis je suis aussi partenaire dans l'Escadron, le chandail que je porte en ce moment, qui est une académie pour les gens de la construction. C'est quand même pas pire communauté. On est 3500 à peu près membres dans la communauté de l'Escadron qui sont des entrepreneurs de la construction. Puis en date d'aujourd'hui, là, en 18 mois, je pense, on a peut-être eu 220 étudiants dans notre programme. Fait qu'on est super aligné verticalement. On est à peu près une trentaine là, globale dans l'équipe, si j'inclus aussi des freelancers, mais qui travaillent pour nous autres, mettons, 25 heures par semaine et plus. Nice, c'est cool ça. Parle-nous donc un petit peu de ton historique en tant qu'entrepreneur. Tu es un gars qui vient de la construction. Fait que Ouais, j'aime vous qualifier de constructeur, ouais. mais tu es quand même un entrepreneur aussi à la base, puis t'es un vendeur. J'aime, tu sais, moi je te vois sur le terrain, puis j'aime la façon que tu vends. Fait que, parle-nous un petit peu de comment tu as fait pour passer de la construction à être entrepreneur. Puis après ça, on va commencer à rentrer dans les mécanismes, tu sais, souvent de ce que j'appelle, OK, j'étais un technicien avant, puis à un moment donné, je suis devenu un entrepreneur. Ouais, ben je pense que j'ai été très peu longtemps technicien en fait là, dans le sens que j'ai commencé à travailler très jeune à 11 12 ans, je travaillais dans des fermes maraîchères, puis à 16 ans, j'ai commencé dans la construction au niveau des toitures, puis je te dirais la deuxième année, je faisais des job-ins déjà à 17 ans là, tu sais, je faisais des cabanons ou des petits jobs. 18 ans, j'ai commencé à faire plus des maisons au complet au niveau des toitures. Puis j'ai fondé ma compagnie de toiture à 18 ans en 2006. Fait que ça s'appelait Durotoit. Ça existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Euh, je te dirais que pendant l'époque Durotoit, là, qui a duré de 2006 à peu près à 2013-2014, j'étais pas réellement un entrepreneur. Je pense que il y a une différence entre vouloir bâtir une entreprise et être réellement un entrepreneur, si tu veux mon avis, là. Bref, je suis passé d'être propriétaire d'une compagnie de toiture à être propriétaire d'une agence spécialisée qui aide les compagnies de construction. C'est vraiment, je te dirais, peut-être dans les 4 dernières années que je considère que j'ai vraiment commencé à être un vrai entrepreneur, là,
à mettre en place de la planification stratégique, puis à Ouais. définir c'est quoi ma vision, ma mission, mes valeurs, bâtir une culture, tu sais, de bâtir quelque chose de vrai dans le fond, là, tu sais, qui n'est pas juste une patente qui a des revenus puis des dépenses, puis que c'est un salaire en réalité. Là, tu sais. Ra- Dis-moi donc, à partir de quand est-ce que tu te qualifies comme un entrepreneur? Définis-moi, c'est quoi pour toi un entrepreneur? Ben, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, tu sais, si je veux pas, tu sais, juger ou mettre des gens dans des boîtes, là. Tu Mhm. sais, être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend, là, tu sais, fait que c'est Ouais. super large dans le sens du terme. Mais si on revient à la base et qu'on se dit, OK, c'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui bâtit une entreprise. Fait que c'est quelqu'un qui va travailler le plus souvent possible sur son entreprise de manière calculée, quand même, planifiée en quelque part, pas juste être tout le temps réactif, là. Fait que c'est quelqu'un qui fait un plan de match, qui se fait un budget, qui définit sa vision, qui se planifie des objectifs, des KPI, puis qu'après ça, il se dit, OK, j'ai un plan, il faut que je l'exécute, il faut que je mette en place une routine. C'est sûr qu'un entrepreneur est tout le temps coincé un peu dans ses opérations, là. Ouais. En tout cas, il y en a qui le sont moins que d'autres. Il y a des gens qui sont milliardaires, que je pense à Ray Dalio qui disait qu'à 65 ans, il travaillait 80 heures par semaine parce qu'il était 40 heures par semaine dans ses opérations, puis 40 heures par semaine à travailler sur sa business. Ouais. Fait que ça dépend de la vie que tu veux, mais au final, je pense que si tu ne travailles pas sur ton entreprise, à planifier, à visualiser, à penser à des stratégies, à te faire accompagner, en fait, tu es plus un travailleur autonome que réellement un entrepreneur. Mais encore une fois, c'est ma perception, là. Je pense pas que Ouais. c'est définitif comme. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, si on se fie, la définition actuelle en Amérique du Nord, la plus répandue, c'est celle de Robert Kiyosaki, là, du Ouais. cadran du cash flow, là, qui disait, ben, tu as des employés, les travailleurs autonomes, des entrepreneurs et des investisseurs. Ça marche, tu sais, pour la plupart des gens. Mais ce que moi, personnellement, ma définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée des effets leviers, c'est-à-dire qu'il est capable de générer de l'argent sans être là physiquement pour la générer. Puis un investisseur, c'est un peu la même affaire. Il met de l'argent, puis c'est de l'argent qui fait générer de la valeur. Donc, c'est pas une question de temps, c'est une question d'effet levier. Tout le reste, ça rentre dans une autre case. Mais on peut, Mhm. on peut être entrepreneur pareil, s'appeler entrepreneur, mais tu rentres pas dans la case de Robert Kiyosaki nécessairement dans ce niveau-là. T'es passé d'un gars de la construction un peu technicien à un gars que en ce moment, t'es en train de réaliser, si je peux me permettre, tes rêves, dans le fond, Ouais, tranquillement, grâce à, pas vite. grâce à ta Je, compagnie, là. je te dirais qu'en termes de professionnel, là, je pense que en toute transparence, je suis peut-être rendu à 30-40% de mon objectif final de ce que je veux accomplir dans ma vie professionnelle. J'ai 36 ans, fait que je trouve ça cool quand même, puis c'est un peu exponentiel dans le sens que Ouais. plus que ça avance, plus que mon pourcentage augmente. J'ai une limite à mes ambitions. Tu sais, je suis pas mégalomane, qu'on pourrait dire, là, tu Mhm. sais, c'est Ouais. pas toujours at large. J'ai un objectif final que je suis capable de me dire, OK, quand je vais avoir atteint ça, Ouais. ben, je vais peut-être mettre de côté l'entrepreneuriat puis faire autre chose. Mais je considère que ouais, je suis assez content là, je te dirais, du 18-24 derniers mois, ça a été une aventure extraordinaire, là. Vraiment le fun. Qu'est-ce qui a changé dans les derniers temps, justement, pour dire que c'était plus, tu sais, moi, je te connais, 5 ans, 5-6 ans à Ouais. peu près qu'on se côtoie. On a fait affaire ensemble de part et d'autre. Mhm. Euh, j'ai vu ta croissance, puis je comprends tes 18 derniers mois. Et justement, ce que je comprends que tu as fait, c'est que tu t'es fait accompagner souvent. Tu as demandé de l'aide souvent pour aller pallier à des manques, des manques de connaissances, des fois, tu as travaillé ton savoir-être, des fois, tu as travaillé ton savoir-faire. Fait que ta Mhm. compétence, que moi, j'appelle le trio des trois, là, savoir, Ouais. savoir-être, savoir-faire, compétent dans un contexte spécifique d'entrepreneuriat. Ça, tu es allé chercher de l'aide dans tout ça. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que ça a fait pour toi, justement? Oui, exact. Ben, tu sais, à la base, ma vision pour gros, c'est une vision qui est complexe. Tu sais, bâtir un one-stop shop, on veut éventuellement intégrer les finances là-dedans, l'aspect culture. Puis, tu sais, on bâtit des trains d'atterrissage pour des avions. Tu sais, c'est pas simple ce qu'on fait, puis c'est compliqué. Fait que plus que ta vision est complexe, on pourrait dire, plus que tu as de blind side sur comment réaliser cette vision-là, puis tu as besoin de te faire accompagner. Je pourrais dire que sans exagération, là, dans les 2 dernières années, je dois avoir investi peut-être 250 000 en coaching et en accompagnement.
Fait que c'est quand même des grosses sommes, là, on s'entend. Là. Puis Mhm. j'exagère pas à l'heure actuelle. Là. C'est Ouais, vraiment. je te crois. D'après moi, je suis un peu plus que ça même. Là. Fait que c'est sûr que si admettons, je me dis OK, mais si ça c'était dans mes poches, ça ferait une différence, tu sais. Mais je Mhm. serais pas rendu aussi loin. Fait qu'à un moment donné, Mhm. c'est de mesurer combien tu vas investir versus qu'est-ce que tu vas atteindre. Qu'est-ce que ça a changé? Moi, ça a tout changé, en fait. Tout, tu sais, même au début, il y a 5 ans, je me faisais accompagner. Moi, je, je veux aller vite en réalité, puis je veux aller loin. Euh, pour arriver à aller vite puis aller loin, autant d'un point de vue professionnel que personnel, si tu essaies de faire ça par toi-même, c'est plus long. C'est sûr et certain. Puis tu risques de faire plus d'erreurs. Mais il faut faire attention parce que les conseils des coachs et des consultants peuvent aussi vous amener à faire des erreurs. Fait que ça Mhm. reste qu'il faut faire attention dans Ouais. tout ça. Mais ça a vraiment fait toute la différence. À l'exception près. Pas à l'exception près, en fait. C'est pas ça que je voulais dire, mais plus si tu décides de prendre le chemin du mentorat, du coaching, puis tout ça, tu dois être prête à te soumettre à des gens, puis à quelque part, on pourrait dire, déléguer une partie de ta vision. Parce que Mhm. quand tu te fais coacher par des gens qui sont meilleurs que toi dans certaines choses ou que tu te fais mentorer, il y a des morceaux de ta vision que tu vas comprendre que tu ne seras pas capable d'accomplir avec ces coachs-là, mais qu'il t'amène quand même quelque chose d'extraordinaire. Fait qu'il faut que tu fasses des concessions. Si t'es boqué à continuer de garder exactement le chemin que tu avais en tête, puis à Mhm. rester la personne que t'es, puis pas être prête à te déconstruire pour te reconstruire à quelque part, autant d'un point de vue personnel que même ton entreprise, ça se peut que tu as monté ton bloc Lego puis tu te dises, Calis, OK, attends un peu, si je veux m'en aller vers la gauche, j'ai Ouais. besoin de soutien ici. Chris, faut que je scrape mon bloc Lego. Là. On recommence, puis ah ouais, parce que ça coûte de l'argent. Il faut se dépêcher à tout rebâtir, mais la Ouais. deuxième fois, c'est tout le temps 5 fois plus vite que la première. Tu sais. Fait que, Mhm. fait que c'est un peu là où je veux en venir, c'est que l'accompagnement a fait toute la différence parce que je pense que je suis un excellent étudiant aussi. Là. Depuis quelques années, là, Ouais. que je me dis, OK, je te fais confiance. Il y a beaucoup plus de chances que toi, en tant que coach, consultant, mentor, tu aies plus raison que moi. Ça se peut que tu aies tort, mais je vais miser sur toi au lieu de miser sur moi Mhm. pour une décision ou une direction à prendre. Puis si le mentor, le consultant ou le coach se plante, ben dans ma perception, je me dis, OK, fine, j'avais peut-être raison, mais les chances que lui avait raison étaient plus grandes que les miennes anyways. Ouais. Fait que je mets des bêtes sur des décisions, puis la clé, Mhm. c'est de pogner bon coach pour Ouais. les bonnes questions. Là, c'est ça qui est plus difficile. Là. Fait il y a deux éléments qui sortent, en fait, de ton. Ben, il y en a plus, là, mais mettons, il y en a deux particulièrement pour moi. Le premier, c'est le choix du bon coach, c'est-à-dire tu choisis quelqu'un que tu penses qu'il va être meilleur que toi, premièrement, puis qui il connaît ta réalité, puis là où est-ce que tu veux le. Tu sais, tu juges que cette personne-là sait où t'amener, puis c'est quoi le chemin. Mhm. Euh, J'aime dire, moi, de mon côté, que ça fait 23 ans que je suis en développement personnel pour te vendre les shortcuts. Mhm. C'est ça que je vends. Je te vends les shortcuts. Mais si tu veux pas les shortcuts, ben, va faire le même trajet que moi. Tu vas avoir ces 23 ans, puis tu vas tout comprendre ce que j'ai compris. Mhm. Ou des versions similaires de ça. Fait que la première fois, c'est le choix de la personne. Après ça, c'est ton niveau de coachabilité, justement, puis d'adaptation à ce que la personne est en train de te dire. Puis je pense qu'il y a il y a un côté aussi de avoir du jugement envers cette personne-là. Tu sais, ça reste un humain, ça reste qu'il y a des pensées, des croyances, il y a des limitations également, fort probablement. Tu Ouais, sais, moi, je suis dans la game de sortir des limitations. J'en ai encore, mais crissement moins que tout le monde. Mais j'en ai encore, moi aussi. Fait que si tu frappes une de mes limitations, ça se peut que je te donne une opinion. C'est pas un fait, là. exactement. Fait que, faut faire bien attention à ça. Fait que, ce que je comprends toutefois, c'est que se faire accompagner, c'est mieux que pas se faire accompagner en entrepreneurship. Je pense que même si tu te fais mal accompagner, c'est mieux que pas accompagner à quelque part parce que tu vas apprendre plus vite en réalité. C'est juste qu'il faut que tu fasses attention aux risques que tu prends avec les personnes qui t'accompagnent puis que tu leur donnes pas Mhm. pleinement ta confiance pour tout. Fait que, Yes. tu sais, s'il y a une compagnie, tu as besoin d'avoir un comptable, un avocat, un banquier. Chris, t'as pas le choix quelque part de leur faire confiance. Mais en même temps, il faut tout le temps que tu ailles un 10% que tu te dis, OK, attends un peu, il faut que je valide quand même certaines choses. Je Ouais. pense qu'il y a un certain moment au fil des années que tu peux pratiquement t'abandonner complètement à la confiance de ces personnes-là. C'est sûr, tu sais, il y a plein d'histoires de cauchemars de monde qui ont fait confiance à des gens qui n'auraient pas dû. Ouais. Ça, c'est sûr et certain, mais il y a peu de gens à qui j'accorde 100% de ma confiance, je te dirais.
Comment est-ce que tu arrives justement à faire le discernement entre quelqu'un, justement, il y a des gens qui ont fait confiance à quelqu'un, il n'aurait pas dû, mais comment est-ce qu'il aurait pu savoir justement qu'il n'aurait pas dû faire confiance? Quand est-ce le déclic arrive quand? Comme c'est quoi Ben, les indices que tu dois regarder? en partant, si la personne qui te coach ou te mentor n'a pas vraiment d'intérêt à ce que tu prennes une direction ou un autre, c'est sûr que ça l'aide. C'est très rare, mais tu sais, admettons, en partant, il y a l'aspect financier, là, tu sais, que la personne, elle s'attend à avoir de l'argent, mettons. Mhm. Fait que ça pèse lourd dans la balance, c'est sûr, parce que la personne ne veut pas te perdre comme client puis tout ça. Mais si tu demandes à quelqu'un de t'aider à prendre une décision, puis que la personne elle a vraiment un conflit d'intérêt majeur à ce que tu prennes A ou B, faut pas que tu choisisses cette personne-là. Tu sais, Mhm. fait que ça, c'est sûr que ça pèse beaucoup. Il faut vraiment regarder au niveau des conflits d'intérêt, je te dirais, en premier lieu. Puis après ça, ben, les gens en qui j'ai entièrement confiance, c'est des gens que je vais inviter à Noël chez nous, là. Fait que je les connais bien, c'est des gens que je connais personnellement. C'est sûr, je fais jamais confiance à 100%, en toute transparence. Je fais confiance à Absolument. 90%. Ouais. J'ai tout le temps une retenue continue. C'est ça, Ouais. ça. Même ma mère, quand elle garde ma fille, là, justement, ma fille est avec ma mère en Ouais, ouais, haut. absolument. Je J'ai prends. dit très ouvertement à ma mère, je te fais pas confiance à 100%. 90. Mais j'ai mon 10%. Des fois, je vais même faire des double checks avec ma fille, là. Comment ça a été chez Mémé? Qu'est-ce que vous Ouais, avez ouais, fait? ouais. Y a-t-il quelque chose qu'elle a fait Absolument. que t'as pas aimé? Tu sais? Je pense que Fait c'est que prudent. je vais faire due diligence quand même, c'est sûr et certain là-dessus. Ouais. Je pense que c'est un peu la même chose avec les coachs. Tu sais, votre Mhm. business, c'est votre enfant, quelque part. C'est même que quand on se rend à un certain niveau, l'entreprise qu'on crée nourrit des familles. Tu sais, quand tu as 30 personnes que tu donnes de l'argent à tous les mois pour leur travail, puis comme le support qu'ils te donnent dans la réalisation de ta vision, ces gens-là comptent sur toi pour manger. Fait qu'il faut que tu fasses attention dans tout. Là, tu sais, c'est pas juste toi là, qui va avoir un impact. C'est un consultant ou un accompagnateur qui t'a fait prendre une mauvaise décision. Fait que Ouais. c'est Ouais, ça. définitivement. Au bout de la ligne, tu restes quand même responsable en tant que chef d'entreprise. Si tu as Absolument. choisi quelqu'un, je veux dire, ça reste quand même un conseiller. C'est quelqu'un de l'externe qui t'a influencé dans la business, mais c'est toi qui as fait le move Oui, au bout de la ligne. Écouter un coach, c'est payant. Si c'est bien appliqué, si les conseils sont bons, puis tu es capable de mettre en application qu'est-ce qu'ils t'ont dit. Mais écouter son équipe, c'est crissement plus important, je trouve. Une fois que tu as écouté le coach, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, c'est sûr. Moi, je suis quelqu'un qui écoute quand même beaucoup, je Ouais. dirais, là. Puis, je suis quelqu'un qui est curieux, puis je m'intéresse aux choses naturellement. Fait que j'ai peu besoin de faire d'efforts pour écouter mon équipe. Puis, même que, je veux pas dire que je suis paresseux intellectuellement, mais tu sais, ça arrive souvent que je vais dire à quelqu'un de mon équipe, OK, mais toi, tu ferais quoi, là? Tu sais, dans le fond, j'ai Mhm. même pas envie de. Je te fais confiance. Ça revient au même. Dans le fond, dans une décision X, si je considère que mon employé est mieux placé pour prendre une décision que moi, mettons que moi, j'ai 6 chances sur 10 d'avoir raison, puis lui, il en a 9. Je vais dire, OK, mais toi, tu prendrais quoi comme décision? Vite, vite, là. OK, puis pourquoi? C'est quoi les risques que tu vois Ouais. dans cette prise de décision-là? All right, ces risques-là, on est capable de les gérer. Let's go. Tu sais, fait que je suis quelqu'un qui, en fait, sur tous les gens avec qui je travaille, tu ne pourras pas trouver une personne, je pense, qui va dire que j'ai vraiment été en calice après parce qu'elle a fait une erreur. Mhm. Moi, je suis en crise quand il y a des enjeux relationnels. Quand les gens, ils font des erreurs relationnelles, entre guillemets, Ouais. là je peux rapidement tilter, là, puis là, les gens le savent. Mais si tu fais une erreur pour une prise de décision, fuck, man, oublie ça, là, Ouais. j'ai pas de temps à commencer Si tu as cancellé une rencontre avec un client, tu l'as pas averti, relationnel, c'est pas une erreur. Ouais. Mais si tu as monté un système ou tu as donné une formation, puis qu'à la formation, tu avais oublié ton cartable, mettons, puis, tu sais, je veux dire, Chris, man, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'oublie, moi aussi, mon cartable, là, tu sais, Ouais. ou des fois, je me plante dans des pitchs de vente. Fait que, vu que je suis très let go ces erreurs que les gens commettent, les Ouais. gens s'ouvrent beaucoup, communiquent beaucoup, j'écoute beaucoup, puis l'important, c'est pas juste d'écouter, hein. C'est de passer à l'action en fonction de ce qu'on se fait dire. Comme ça, les gens voient qu'il y a une rétroaction, puis quand ils communiquent, les choses avancent. Fait Ouais. qu'ils ont encore plus envie de parler. Puis on parlait de ça ce matin, là. Nous autres, chez Gros, l'enjeu, c'est que les gens qui performent chez Gros ou dans l'escadron, c'est des gens qui demandent de l'aide. Mhm.
c'est presque unilatéral. Ceux qui sont les high achievers, là, les high Ouais. performers, là, demandent continuellement de l'aide. Je suis perdu, je sais plus quel projet mettre en priorité. Hey, je suis pas sûr que je vais être capable de bien livrer le mandat. Y a-t-il quelqu'un qui peut venir Mm. checker? Hey, je check mes objectifs de vente, là, puis il me semble que j'ai pas assez de leads en ce moment. Aussitôt que les gens demandent de l'aide, Ouais. ben, c'est eux autres qui performent parce qu'ils ont l'aide, puis après ça, on met ça en action. Fait que c'est vraiment important d'écouter, mais c'est surtout important de créer un environnement où est-ce que les gens vont s'exposer puis vont s'ouvrir. Tu as dit un mot-clé juste drette là, qui s'appelle s'exposer. Je vais le reframer dans ce que j'appelle se mettre dans une position de vulnérabilité. J'aimais mieux le mot Puis, courage que tu as utilisé l'autre jour. exactement, je m'en allais là, c'est Euh, d'avoir le courage de demander de l'aide. Parce qu'il y a tellement de monde que quand je suis en coaching d'entrepreneurs, ils disent ouais, mais là, si je leur montre que je le sais pas, je vais avoir l'air de quoi? Je vais avoir l'air d'un gars qui est normal. ouais, c'est exactement ça. C'est ça, de te voir. Toi, tu penses que les gens vont te juger et tout ça parce que tu as la peur du jugement ou tu as été traumatisé parce que quand tu étais garçon, ton père t'a dit ben, voyons donc, Chris, t'aurais dû le savoir, puis des affaires de Hum, même. On est tous traumatisés par notre éducation, puis l'état émotionnel de la société à ce moment-là, où tu n'avais pas le droit de faire des erreurs à l'école. Tu arrives en entrepreneurship et on te dit il faut faire des erreurs, sinon tu n'apprends pas. Fait que, on est comme dans cette dichotomie-là où est-ce qu'on a tendance à pas vouloir se mettre en position de vulnérabilité, mais tous les performants, tous les gens qui performent font ça. C'est la bonne chose à faire, de se mettre en position de vulnérabilité. Fait que si t'aimes pas le mot vulnérabilité, utilise le mot courage, c'est la même calice d'action. mhm. Fait que je suis courageux, je demande de l'aide. Point. Peu importe comment tu vas l'utiliser, fais-le. Ça va être super payant pour toi. Et la preuve est que n'importe qui est dans le top de n'importe quoi, si on prend un athlète sportif ou n'importe qui gagne des millions, mettons, à faire un sport ou à faire une activité quelconque, est toujours bien entouré. Il y a psychologue sportif, psychologue physique, psychothérapeute. Comme you name it, sont entourés d'une équipe qui supporte cette personne-là au niveau psycho, psycho-émotionnel et physique également, pour pas qu'il pète aux frettes dans une situation qui est plus difficile que la normale. Mhm. L'entrepreneurship, c'est pas pour les bébés. Là. Non. Réussir en entrepreneuriat, c'est pour les tough motherfuckers. Là. On le sait parce que c'est la minorité qui réussissent là-dedans. On est qui réussit en business? Définition rapide de la réussite en business, je regarde sur pour moi, un entrepreneur qui réussit, il fait de l'argent, il a du temps, il est heureux, puis life is fucking great. C'est ça la réussite. Mm. Dans le fond, il s'accomplit à l'intérieur de ça tout en devenant prospère à tous les niveaux. Combien t'en connais de comme ça, Carl? Pour vrai. Là? Je te dirais, j'en connais quand même plusieurs parce que je suis chanceux puis j'ai travaillé sur les gens qui m'entourent. OK, je vais Mais changer. Toi, t'es moi aussi, je les connais toutes, là. Mais euh, ce que je veux dire, c'est quoi le ratio de ça il est versus bas. le reste? Il est bas, puis Ouais. tu sais, j'ai parlé à 800 entrepreneurs de la construction en 2023. J'ai eu 800 appels exploratoires avec des compagnies différentes. Ça peut sembler beaucoup, mais tu sais, sur 48 semaines, c'est à peu près 14 par semaine. Là, fait que c'est raisonnable quand même. Puis, je te dirais peut-être environ 1 sur 10 Hmm. est en contrôle, qu'on pourrait dire. Ouais. Tu sais, une entreprise, c'est un chaos contrôlé, là. Mais tu sais, Ouais. qui est semi en contrôle, puis que financièrement, ça roule, puis qu'il peut, genre, avoir une vision pour se faire un plan de match pour l'atteindre, puis tu sais, il y a un contrôle sur sa vie perso aussi, puis je dirais peut-être 1 sur 10 environ. Sur le 1 sur 10, selon toi, c'est quoi est-ce que les gens qui sont dans le 1 sur 10 font qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Se faire accompagner, Ouais, écouter, avoir du courage. ouais. Euh, Est-ce qu'ils systématiquement ils font tous ça? Je Si te dirais admettons que tu les regardes un par un, là. souvent, là, ce que je remarque, c'est que c'est ceux qui sont dans cette position-là, c'est souvent des repreneurs. OK? Fait que, il y a l'ancien entrepreneur qui vend à eux parce que eux se sont élevés au sein de l'entreprise. Fait qu'ils Ouais, sont coachés par l'ancien propriétaire, on s'entend. ouais. Il y a ceux qui reprennent la business de leurs parents, qui sont coachés par leurs parents. Je dis pas qu'ils ont tout cul dans le bec, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mhm. C'est juste qu'ils ont quelqu'un qui est coach, là, tu sais, à quelque Ouais, c'est part. ça. Exact. Euh, Il y en a qui sont pas coachés du tout puis qui réussissent, honnêtement. Tu sais, il y en a Ouais. un qu'on connaît, moi puis toi, qui prend très peu de coaching puis qui je pense qu'il réussit bien. Ouais. Euh, Mais je fait que pense que son cerveau, il roule pas pareil.
Ça se peut, ça se peut. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que je pense que la plupart des... Ça dépend toujours de ta vision, puis de ce que tu vas accomplir, puis de la complexité de ton entreprise, puis de ta personnalité. Ouais. Mais c'est sûr et certain que ça fait toute la différence, honnêtement. Là. Tu sais, combien tu paierais pour te faire dire, hey, cette femme-là, es-tu bonne pour toi ou non? Tu sais, mettons, avoir la réponse indéniable là, de dire, Ouais. elle, faut que tu arrêtes. OK, oui, tu as 3 enfants avec, là, mais faut que tu arrêtes. Elle n'est pas faite pour toi. Move on. N'importe qui serait prêt à payer presque n'importe quoi pour juste avoir cette réponse-là. Est-ce que la personne avec qui je partage ma vie, c'est la bonne personne? Tu sais? Quand tu Ouais. rentres des consultants, des mentors, puis tout ça, c'est qu'ils augmentent la probabilité que tu prennes la bonne décision parce qu'ils te Ouais. donnent une nouvelle perception. Fait que pour Exact. un problème X, tu peux demander à 3 experts différents leur perception. Si les 3 te donnent sensiblement la même ou quelque chose qui fait du sens, même si toi, tu penses que c'est pas la bonne décision puis qu'ils se trompent les 3, calisse, man, même si tu décides d'y aller pareil, mais toi, tu des gardes, là. Tu sais, dans le Ouais. sens que, dis-toi que ça se peut que la ride, elle soit tough en crise, là. Fait que fais attention. Tu sais, au minimum. Tu sais, je veux dire, tu as le droit d'y aller pareil, même s'il y a 3 personnes. Tu Ouais. sais, un entrepreneur qui réussit, c'est parce qu'il bête contre le marché, en partant. Ouais. Tu sais, Ouais. fait que quand j'ai flippé ma business puis j'ai décidé de faire un one-stop shop pour l'industrie de la construction, plein de monde m'ont challengé. Ouais, mais la Ben oui. construction, ça plante. Ouais, mais si, ouais, mais ça. OK, fine. On va se préparer le plus qu'on peut, mais c'est la vision. On y va. J'ai entendu les risques et je décide malgré tout d'avancer puis d'aller dans cette direction-là. Ouais. Faut pas faire ça aveuglément non plus. Tu sais. Fait que c'est d'écouter. Tu peux prendre une décision qui est très euh, polarisante même, m- mais en toute connaissance de cause. Là. Tout à fait. Ce que j'aime beaucoup, j'ai des souvenirs, dans le fond, de ta business de garage. Tu sais, comme Ouais, tu étais c'est ça qu'elle est littéralement aujourd'hui. dans un garage. Ouais, ouais, ouais. Puis je me souviens justement quand tu étais avec Kevin, puis tu sais, t'invitais des gens de la construction, puis là tu leur faisais un pitch. Tu sais, l'idée est la même en ce moment, mais Ouais. les skills sont pas les mêmes. Tu sais, t'as acquis depuis les 5 dernières années des skills de sur quoi parler, sur quoi pas parler, quel axe toucher, tu sais, comme c'est quoi les pinpoints des gens, et ainsi de suite. On avait parlé de parler un petit peu de vente, tu sais, comment ça fonctionne, les 3 piliers qui sont importants à développer en tant qu'entrepreneurship, c'est-à-dire t'assurer que tu as des ventes qui sont tout le temps là, t'assurer que tu as une compagnie qui est rentable, puis t'assurer de travailler sur la compagnie et non pas être pogné dedans, fait que tu n'as pas de temps pour toi, là. Tu veux-tu en jaser un petit peu de Ouais, ça, ben voir oui. comment tu as progressé là-dedans? Absolument. Tu sais, l'année passée, on a eu une super bonne année. On a fait à peu près, comme je pense, 15% de profit, grosso modo. Cette année, on a mangé une bonne volée. On devrait break-even, je dirais, d'ici la fin de l'année, excluant les subventions gouvernementales qu'on va recevoir. Euh, fait que, on est rentable ou on break-even dans un contexte d'hyper-croissance. Tu sais, à toutes les années, on a fait, mettons, 200%, 200%, 300%, puis cette année, on va faire peut-être un 40% de croissance. Fait qu'on a Ouais. eu, l'année prochaine, 2024, on vise un 50% de croissance qui Mhm. est quand même smooth pour nous autres, tu sais, considérant qu'on est habitué on est Ouais. passé de 10 à 25 une année dans une année, même 8 à 25. Là, on aimerait ça passer peut-être de 30 à 40 cette année. OK. C'est moins intense sur l'infrastructure puis sur tout ça. Ouais. Bref. Euh, Fait que pour ce qui est de la rentabilité, ça dépend à quel point tu es prêt à prendre des risques, à te leverager. À l'heure actuelle, je ne suis pas gêné de le dire. Si je comptabilise 100% des dettes de mon entreprise, incluant l'achat des parts dans l'escadron, tout ça, on a environ 700 000 de dettes pour une compagnie qui fait environ 4,5 millions de chiffre d'affaires. Fait que Mhm. ça peut être considéré énorme pour une compagnie de service, mais on n'est pas juste une compagnie de service, on crée un logiciel, fait qu'on a du produit là-dedans. C'est assez complexe, gros. Comme je disais Ouais. au début, là, c'est une drôle de machine. Euh, pour ce qui est des ventes, c'est c'est euh, c'est pas mal ma force, je dirais, de vendre. Puis la raison pour laquelle je vends très bien, c'est que je suis capable de framer quelqu'un en 5 à 10 minutes maximum, à comprendre c'est quoi sa vision, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses craintes, c'est qu'est-ce qu'il veut, c'est combien qu'il veut payer. Des fois, ça me prend 5 minutes, honnêtement. Puis je sais tout ça, puis c'est de l'expérience, parce que ça fait 20 ans que je fais de la vente. Euh, je vous dirais que c'est le skills le plus important à développer parce que quand tu es bon pour vendre ton entreprise, tu es bon pour vendre un projet à tes employés, tu es bon pour vendre ta business à des investisseurs, tu es bon pour vendre ton marketing. Puis dans le fond, à la limite, la vente, à mon avis, c'est
passer le bon message à la bonne audience, là. Tu sais, ça se limite pas Ouais. mal à ça. Puis d'être très, très empathique, puis de te mettre zéro dans moi, ce qui est important. C'est quoi? Tu sais, comme ton seul et unique objectif quand tu vends, c'est de réussir à être dans les shorts de la personne en avant de toi, d'une position que si tu te sens dans ses shorts. Fait que tu es capable de dire ce qu'il faut qu'elle entende parce que tu es de l'autre bord. C'est comme si tu te parlais un peu à toi-même. Tu sais. Ouais, C'est ça pour absolument. moi la vente. Puis les avocats, c'est la même affaire. Tu sais, un avocat qui te représente devant un juge, un bon avocat, il va tellement être au courant de ton dossier qu'il a l'impression lui-même qu'il est toi. Là. Tu sais, Ouais, il se comme, défend, là. c'est exact, Ouais. il est toi. Tu sais, il est vraiment là. Il a tellement lu le dossier, il a tellement parlé à tout le monde qu'il est capable de te représenter comme Mm. si c'était lui-même qui avait vécu la situation. C'est Ouais. ça la vente. Tu veux être capable de te mettre Mm. à 100% dans les shorts de l'autre personne. Puis c'est de la pratique. J'ai jamais vraiment lu de livre sur la vente, honnêtement. Je Mm. n'ai juste fait vraiment beaucoup. Puis j'ai décidé d'avoir une éthique qui est extrême. Ouais. Puis bref, ça, je pense que la plupart des gens qui me connaissent ou qui m'ont rencontré, je pense que la plupart pensent ça. En tout cas, j'aime ça, penser ça. Puis j'espère que c'est ce qu'il y en est. Fait que pour ce qui est de la vente, c'est sûr que c'est super important. Puis tout le monde doit développer ces skills-là. Gars, fuck la vente, OK? Enlevons ce mot-là. Utilisons Ouais. le relationnel à la place. Qu'est-ce que t'en penses? Sure. Whatever All right. works. C'est Relationnel. comme je te Ouais. l'ai dit en coaching. Whatever Ouais. works. Si tu as Fait besoin de que, reframer tes affaires pour que ça marche, go, fais-le. relationnel. Moi, c'est pas de la Mm. vente. Je fais pas de vente. Je veux devenir ton ami authentiquement et pour de vrai, pour Ouais. comprendre c'est quoi ta réalité, puis t'offrir la meilleure chose qui est pour toi, dans ton intérêt à toi. Puis Ouais. j'ai tellement confiance en ce que je peux faire pour une compagnie de construction que c'est sûr je peux t'aider puis vraiment t'amener de la valeur, peu importe c'est quoi tes problèmes. Si je prends la dernière phrase que tu Oui, as faite, je garde ton idée en tête, là, mais si je prends la dernière phrase que je t'ai faite, puis j'enlève le côté dans le domaine de la construction, puis je remplace ça dans le domaine des huiles essentielles, dans le domaine du coaching personnel. Tu sais, tout ce que tu as dit au début, ça se tient. Les gens, surtout quand on est solopreneur, puis là, on devient entrepreneur, on commence à engager notre premier monde, on commence à systématiser, puis essayer de planifier à sortir des opérations éventuellement. Là. Les gens oublient encore ça. T'sais, ils oublient de revenir à la base de ta business, il faut qu'elle vende constamment. Constamment. Puis je t'en parlais en début de call que les gens, des fois, ils oublient que c'est comme te pitcher à l'eau, pas de bonne de bonne d'oxygène. hum, Comme dude, il va falloir que tu respires en dessous de l'eau, sinon tu meurs. Une business qui fait pas de vente meurt. T'aimes pas la vente, exact. sors du marché. C'est comme sors de l'entrepreneurship, c'est pas fait pour toi. Ouais, puis à la limite, il va falloir que tu vendes ton idée à un banquier ou à un investisseur. Mais Ben il oui. va falloir que tu vendes. Il va falloir que tu crées une relation. Il va falloir que tu sois capable de pitcher ton idée, que ton idée soit claire, qu'elle soit solide, que les gens soient capables de se l'imaginer puis d'y croire. Fait que Exact. peu importe quel axe tu prends, il Ouais. faut que tu sois capable d'être bon en relationnel. Puis au pire, dans le pire des cas, tu délègues ça. Tu trouves quelqu'un Ouais, qui va venir exact. t'aider à pallier cette partie-là. Et dans ce sens-là, toi puis moi, on n'a pas de difficulté nécessairement avec la vente parce que ça fait longtemps qu'on traîne dedans. Puis, tu sais, on sait c'est quoi les triggers maintenant. Là, Ouais. on en a parlé l'autre fois, tu t'appuies là, puis ça marche pratiquement tout le temps. Là. Fait qu'on est même capable de former des gens au niveau de la vente. Mais ça reste que il y a beaucoup de personnes qui croient encore que c'est optionnel. J'ai encore ces discussions-là avec des gens qui disent « j'aime pas la vente », puis ils sont en business. Puis je dis « ben, qu'est-ce que tu veux dire, t'aimes pas la vente? Tu le fais déjà. » Tu le fais déjà dans plein d'autres contextes, c'est juste que tu ne l'as pas appelé vente. Comme tantôt, tu t'as changé le mot, tout simplement. Ouais. Tu as dit relationnel. OK? Ben, si ça marche pour toi, change le mot. Tu sais, offrir, proposer, change le mot. Si tu n'aimes pas le mot vendeur parce que tu l'as associé, tu lui as donné une étiquette à un trauma que tu as eu dans ta vie. Ouais, exactement. Fais juste le changer, mais c'est pas optionnel. Je parlais de ça avec Stéphane, mon ancien partner, hier dans un 5 à 7. Puis je disais, c'est drôle, on dirait qu'il pense que c'est optionnel la vente. C'est pas optionnel. Mm. C'est comme la vente et le profit en business, ce n'est pas optionnel. Tu peux rester dans ta compagnie puis travailler 40 heures, 60 heures semaine si ça te tente. Sure, tu peux le faire. Moi, je préfère pas ça. Je préfère sortir pied libre, mais tu peux le faire. Mais la vente et le profit sont pas optionnels. C'est you fucking have to do it. Yes, ça c'est sûr. Mais Ça, c'est c'est sûr. étonnant quand même que les gens essaient de se faufiler de ça. Tu peux pas, Ouais, man. puis à quelque part, puis je comprends que c'est pas tout le monde, mais tu sais, c'est quand même développer des relations, ça reste c'est le fun, là, tu sais, Ouais. je comprends que c'est pas tout, tu sais,
Je te donne un exemple, party job cette année, 9h45, j'étais parti, là. Tout le monde couchait là-bas, puis tout, mais j'étais claqué raide, puis, tu sais, j'étais pas dans un mood d'être avec des gens, même si mon équipe, j'adore tout le monde, tu sais. C'est peut-être justement, c'est que je suis peut-être tout le temps tellement en train d'être dans du relationnel que quand vient le temps de party job, je suis là, hey, je vous aime tout le monde, mais tu sais, je décalisse. Mais à quelque part, c'est via le relationnel que tu vas trouver des opportunités d'affaires. Tu sais, si tu vends des huiles essentielles, comme tu dis, tu vas trouver des suppliers, du monde, des employés, des références. T'es pas obligé d'être fucking intense comme moi puis de parler à 800 entrepreneurs par année. Tu sais. Sauf que ça me donne un pouls sur le marché. Comment ça va la construction, qu'est-ce qu'ils ont de besoin, je rapporte de l'argent, je donne des consignes à mon customer success pour dire, hey, tu sais, faudrait réaligner le tir sur telle affaire. Mm-hmm. Les gens, vu que je bâtis une relation, me réfèrent à d'autres personnes. Ouais. Fait que c'est ça qui fait vraiment, je pense, toute la différence. À mon avis, c'est le relationnel. C'est big time. Là, mais encore une fois, ça dépend de tes ambitions. Si tu es une compagnie de 2-3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, puis un moment donné, crisser ça sur le pilote automatique, puis faire autre chose, à quel point le relationnel est important, c'est peut-être pas dans ton ordre de priorité. T'sais. Mais si tu veux accomplir quelque chose de grand, de gros, fuck man, prépare-toi. Il faut que tu parles à du monde. Là. Il faut que tu les convainques. Il faut que tu les persuades, en fait. Ouais. Les influences. Oui, absolument. Puis ça n'a pas besoin d'être de la magie à la Mesmer. C'est vraiment juste de faire le fit. On l'avait dit tantôt, la vente, c'est un fit. Il faut faire fitter un besoin ou peut-être un désir. Puis c'est souvent un désir plus qu'un besoin. Là, comme par exemple, as-tu besoin d'utiliser une huile essentielle? Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple-là aujourd'hui, là, mais une huile essentielle n'est pas un besoin. C'est pas, personne ne va dire j'ai besoin de ça. Mm-hmm. Quelqu'un va dire j'ai le désir de ça, ça me tente d'avoir le goût de ça. OK, ben si tu as le goût de ça, essaye-le. Mais jamais tu vas avoir un besoin. Fait il y a beaucoup de personnes qui pensent à tort qu'il faut forcer les gens dans un nouveau besoin. Très d'accord avec toi. C'est ça, c'est que les gens ils pensent que la vente c'est de la manipulation, mais ça c'est comme ça que toi tu décides de la faire, tu sais. Ouais, exact. Si tu restes genre à dire OK, ben moi je suis vraiment là pour développer une relation avec quelqu'un puis voir si moi personnellement je peux aider cette entreprise-là, ben c'est ton devoir même rendu là d'être capable de faire comprendre à la personne que tu es là pour l'aider. Il faut que tu le fasses. C'est dans son intérêt à elle aussi. Là. Absolument. 100% d'accord. Au niveau de l'écoute d'équipe, il y a quelque chose que toi tu fais de unique que je sais pas qu'est-ce qui t'avait donné l'idée, mais tu vois Éric Bourget. t'as mis un gars de culture à l'intérieur de ta compagnie, puis t'es un des seuls, si c'est pas t'es le seul que je connais à la grosseur de compagnie que t'as, d'avoir quelqu'un là, à cet endroit-là. T'as Axel, justement, qui a déjà passé dans le groupe, qui fait partie du groupe, qui s'occupe de s'assurer de mettre une culture, puis peux-tu en parler un petit peu de son rôle? Oui, absolument. Mais Axel, maintenant, il y a une équipe aussi, là, puis ça a vraiment amélioré l'expérience. Au début, on était réticents, puis finalement, ça a vraiment été game changer. Ça en revient peut-être avec le point numéro 4, là, qui était au niveau de la culture d'entreprise dans des slides que tu voulais passer, mais dans le fond, moi, j'ai lu en 2019 le livre de Ray Dalio qui s'appelle Principles. C'est là que j'ai compris c'était quoi la culture d'entreprise, les baseball cards, le radical transparency, d'avoir une transparence limpide, là, aucune forme de résistance dans la transparence, puis tout ça. C'est là que j'ai vu, OK, si je peux avoir du data sur mes employés, sur vraiment c'est quoi leurs émotions, c'est quoi leur niveau de stress, c'est quoi leur niveau d'énergie, c'est quoi leur perception du workload. Je voyais ça un peu comme tu disais tantôt. Là. Mettons que je considère que chacun de mes collègues de travail, c'est des athlètes de haut niveau, là, olympiques, là, ou des Navy SEAL. Comme tu disais tantôt, ils ont un docteur, ils se mettent des ventouses sur eux, ils se font checker tout le temps. Je veux dire, tu pisses bizarre, il y a quelqu'un qui rentre en urgence, puis il regarde qu'est-ce qui se passe. C'est un peu ça qu'on a implanté chez Gros, en réalité, c'est que notre staff est monitoré hebdomadairement sur leurs émotions. On a comme une structure que les gens mentionnent leurs émotions, puis après ça, on a un paquet de dashboard avec ça, sur leur perception de leur workload. Fait qu'est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils sont débordés ou non, ou qu'ils manquent de job, c'est quoi leur niveau d'énergie, c'est quoi leur win, c'est quoi leur lost. Fait qu'ils remplissent des formulaires, tout ça, mais c'est pas juste des fucking formulaires comme on voit dans plein de places. Là. Nous, c'est à toutes les semaines, ils prennent une demi-heure ensemble, il y a des micro-groupes,
Les gens ont genre 6 minutes chaque pour raconter leur semaine, puis dire c'est quoi leurs émotions de la semaine, puis c'est quoi leur bonne shot, leur mauvaise shot, puis les groupes changent. Fait que comme ça, tout le monde a une perception, tu sais, vu qu'on a plusieurs studios puis tout ça, OK, qu'est-ce qui se passe dans le croissance, qu'est-ce qui se passe dans l'escadron, qu'est-ce qui se passe du côté efficacité, il se passe quoi dans la direction, tu sais, comme au niveau des ventes, on communique beaucoup comme ça pour que ça soit le plus clair pour tout le monde, c'est quoi le mood de la business. Au-delà de tout ça, on a Axel puis ses collègues Will puis Louis qui vont rencontrer les gens individuellement. Puis selon le pace qu'on est avec un collègue, ça va être de une fois par semaine à une fois par mois, dans lequel on fait l'analyse de leurs besoins psychologiques au travail, l'analyse de leurs besoins psychologiques à la maison. C'est quoi selon eux le niveau de communication chez Gros? Est-ce qu'ils sont satisfaits dans leur poste? Puis on a aussi ce qu'on appelle le Taskmaster. Fait que le Taskmaster, c'est un outil qui sert à donner des missions à des gens, des collègues qui travaillent sur la business. Fait que la plupart, 50% de notre équipe en ce moment travaille sur la business aussi. Fait que c'est pas juste les employés, c'est pas juste les propriétaires. T'sais, on va leur donner des missions comme bâtir une nouvelle expérience client. Bon, ben ça, c'est travailler sa business. Fait que l'équipe d'Axel s'assure que les gens sont bien, que le bien-être est là, que leurs besoins psychologiques sont comblés, puis que leur Taskmaster, il y a un bon pace dedans. Si quelqu'un est plus dans un rôle standard, puis que ça fait 6 mois qu'il est dans le même poste, puis que, tu sais, on est sur un marathon, mettons, avec cet employé-là, on va le voir une fois par mois. S'il y a un changement de poste, ou que on sent que notre employé sort de la traque un peu, puis que manque de motivation ou performe moins, là, ça va être à toutes les semaines. Donc, à toutes les semaines, on réévalue les besoins psychologiques, on réévalue est-ce que le Taskmaster est suivi, est-ce que son rôle est clair, ainsi de suite, pour, dans le fond, nous assurer qu'on a une compréhension très précise sur notre business. T'sais. Est-ce que les gens sont bien? Est-ce que les projets avancent? Est-ce que les clients sont contents? Pour tout mettre ça en synergie puis qu'on puisse canaliser après ça dans la bonne direction. C'est pas parfait, mais de semaine en semaine, on a un niveau de performance de l'équipe qui augmente grandement. Ça nous permet aussi de réaliser qu'il y a certaines personnes qu'on a recrutées qui fitaient peut-être un peu moins dans la culture. Puis ces gens-là, dans le fond, il y a une de nos collègues qui est partie il y a 2 semaines parce que c'est elle-même qui a manifesté de dire « Hey, je vois sur le pace sur lequel vous êtes en ce moment, puis tout, puis honnêtement, it's too much for me. » Tu sais, comme ça fit pas avec moi, fait que pas de trouble. Je suis en train de la placer chez un de nos clients, puis j'espère que ça va fonctionner pour elle là-bas. Mais ça permet rapidement d'analyser qui fit puis qui fit pas dans l'organisation, je te dirais aussi. Oui, absolument. Moi, je trouve ça très louable, puis moi, ça m'avait donné l'idée, je sais pas si tu te souviens de ça, ça fait peut-être un petit peu plus qu'un an, tu sais, j'avais été dans tes locaux, puis on avait parlé avec le gars de Monday, puis tu sais, il me disait « What do you do in life? » Tu sais, moi, je disais « Ah, I'm a coach, a business coach. » Je dis « What do you do when you go in a company? » Puis là, j'étais comme, je coach les entrepreneurs avec mission, vision, valeur, nanana. Puis après ça, je coach la mécanique. Puis après, je m'en vais en dessous, puis je coach le monde à faire les actions qu'ils ont besoin de faire pour appliquer le plan. Puis comme, that's fucking smart. Tout le monde a besoin de ça. Oui, absolument. J'étais comme, carré, il m'a dit, si tout le monde faisait ça, on serait multimilliardaire. J'étais comme, hey, c'est une crise de bonne idée. Là. En le disant, j'étais comme, c'est parce que si tu regardes les personnes qui réussissent bien, ils ont compris que les ressources humaines ne sont pas des ressources humaines, c'est la fucking compagnie au complet. Les gens sont la compagnie. Ton building, c'est pas la compagnie. Tes systèmes, c'est pas la compagnie. C'est it's part of, mais ce n'est pas la compagnie. L'âme est faite d'un amas d'individus en faisant un projet commun qu'on appelle une mission, dans une certaine direction qu'on appelle une vision, puis ils le font d'une certaine manière qu'on appelle les valeurs. Puis il y a bien des gens qui disent « Ouais, mais à quoi ça sert, mission, vision, valeur? » À fucking ça! Exactement. Ray Dalio, qui est pas mal comme mon Jésus de l'entrepreneuriat, il le dit, une business, c'est une culture, culture and process. Ouais. C'est tout. L'innovation, fine. L'innovation va provenir de ta culture puis de tes processus. Tes finances vont venir de ta culture puis de tes processus. Ouais. C'est ce que j'explique aussi à mes clients quand ils veulent faire une transformation numérique. Tu as les gens qui sont ta culture. Au-dessus, tu as des SOP qui sont des procédures standardisées. Puis par-dessus ça, tu as ta technologie. Si tu n'as pas de procédure puis tu veux mettre de la tech, ça va aller moins. Mais ça peut aider ta culture, par exemple.
Ouais. Mais ça aidera pas forcément tes processus. Faut que tu aies des process avant d'implanter de la technologie ou à la limite faire les deux en même temps puis déployer les deux en même temps, c'est sûr. Mais c'est vraiment Absolument. culture et processus, c'est la base. Le langage qu'on est en train de tenir actuellement n'existe pas, à ce que j'ai vu, il n'existe pas en bas de 500 000 de chiffre d'affaires, pratiquement. Tu n'as même pas besoin de. Tu n'as pas besoin d'autant de complexité. À partir de quel moment, toi, tu juges, selon ton expérience et qu'est-ce que tu vois sur le terrain, que tu commences à avoir justement un petit peu plus de complexité dans le fait que, OK, tu as une mécanique de vente, opération, sortir des opérations et tout ça, puis le côté soft skill à développer, communication, culture, émotion, gestion, intelligence émotionnelle, non, 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 non. À partir de quand tu vois qu'il faut le développer? Alright. C'est une bonne question parce que je le sais pour la construction, mais tu sais, pour une entreprise de service ou tout ça, c'est peut-être un peu différent, mais je vais y aller comme ça suit, puis tu sais, j'espère que les gens vont être capables d'appliquer ça à leur entreprise à eux, mais quand je coach un gars de la construction ou une femme, généralement des hommes, je leur dis, sors pas des chantiers tant que t'as pas comme 10-12 gars ces chantiers. Parce que je pense que c'est là que la place de l'entrepreneur est initialement, sur le terrain, à motiver les troupes sur le terrain, puis tout ça. Puis je leur dis toujours, embauche une fucking bonne adjointe dans tes bureaux ou un directeur des opérations à 120 000 par année, coupe ton salaire, reste sur le terrain, esti. Reste là, tu sais. Fait que, pourquoi je parle de ça? Ben, c'est que je pense que c'est à partir du moment que la personne qui est sur le terrain, à gérer une équipe de terrain, doit faire de la paperasse pour se sortir du terrain. Hostie, engage quelqu'un. Ouais. Mets-les dans le bureau, forme la personne, fais tes procédures de bureau, puis après ça, retourne sur le terrain, ramasse-toi du cash pendant 1 an ou 2, puis après ça, bâtis-toi ta culture d'entreprise, puis tout le reste. Moi, j'ai fait complètement le contraire. J'ai essayé une couple de fois de sortir du terrain pour aller dans l'admin, puis j'ai pas attendu d'avoir d'argent pour bâtir une culture, je l'ai fait tout de suite. Ce qui fait en sorte que j'ai eu une vie très stressante financièrement tout le long. Là, en ce moment, j'ai exposé le résultat de mes finances, mais notre produit il est tellement bon à l'heure actuelle, on a beaucoup de traction, on est de plus en plus en contrôle, tout ça, qui fait en sorte que quand je me projette dans le futur avec des courbes, là, que je spécule, je me dis, là, justement, en 2024, on s'est dit, on crée ça sur le pilote automatique, on surfe pour refaire notre argent, de renflouer le compte, pour après ça redécoller, Mais on a décidé d'arrêter de continuer de tout risquer dans notre croissance, puis même si on signe des jobs dans le futur, on se dit, gars, on signe plus loin, on ramasse des dépôts, on se refait financièrement, puis en 2025, on checkera qu'est-ce qu'on fait, Mais on va pas commencer à faire les affaires en 2025 sans que ça soit planifié. Fait qu'aux vacances de la construction 2024, on va checker où est-ce qu'on en est dans nos finances. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs de liquidité? Puis si oui, au mois de juillet, dans les vacances de la construction, on va préparer janvier 2025. Fait qu'on essaie toujours de planifier dans 6 mois, dans 5 mois, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que entre te dire maintenant qu'est-ce que tu veux faire dans 6 mois, Chris, tu as des choses à faire entre les deux. Ouais. Bref. Fait que, on a déraillé un peu de la question, là, mais je pense vraiment que initialement, c'est pas important de travailler sur une culture et sur des procédures quand l'entrepreneur est sur le terrain directement. Aussitôt qu'il commence à avoir 4-5 personnes sur le terrain avec l'entrepreneur, puis que ça prend une adjointe ou quelqu'un pour supporter l'admin ou les opérations, la coordination, there you go. Là, il faut commencer à mettre en place une culture puis des procédures parce que ton range que tu as sur ta compagnie, ton influence que tu as, c'est difficile de l'impacter sur plus que 4-5 personnes si tu n'as pas une culture. On tient, toi et moi, on tient pour acquis c'est quoi une culture parce qu'on le vit, on l'implante puis on vit à tous les jours. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas ça ou qui a une petite équipe puis qui se dit OK, mais c'est quoi ça une culture? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est quoi ta définition rapide de ça? All right. Pour ceux qui ont déjà voyagé, je te prends, je t'envoie en Chine. Comment tu te sens? Je te dépose dans Shanghai directement, tu essaies de parler à quelqu'un, tu essaies de manger, il y a un langage qui est différent, il y a des coutumes qui sont différentes, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas, le feel, le look, tout est différent, y a-tu du nightlife, y en a-tu pas, si tu craches à terre, tu vas-tu en prison, c'est ça une culture.
Culture Ouais. d'entreprise, c'est exactement la même affaire. Tu sais, Ouais. c'est l'âme de ta business, c'est quoi les principes, c'est quoi les valeurs, c'est où est-ce que cette entreprise-là s'en va, un pays s'en va à quelque part. Fait que c'est la même affaire, une culture d'entreprise puis une culture sociale, démographique dans le monde, c'est la même hostie d'affaire. Tu sais, au Mhm. final, là, il y a des places que tu as la liberté d'expression, il y a des places que tu l'as pas. Il y a des compagnies, je te garantis qu'il n'y a pas de liberté d'expression, tu sais. Puis il y a des Ouais. employés qui s'en calissent de la liberté d'expression au travail, man. Ils sont là pour punch in, punch out, puis ils s'en vont, puis ça finit Ah là. ouais. Fine. Ouais. Une culture d'entreprise, c'est pas obligé d'être comme nous autres, que le monde communique leurs émotions, puis tout ça, pantoute. Une Mhm. culture d'entreprise, tu fais ce que tu as envie de faire avec ça, ça te représente toi, puis si Ouais. toi, tu as une shop, que tu fais des t-shirts, mettons, puis Ouais. que tu veux du labor pour faire des t-shirts, puis tu te fous un peu des gens qui font des t-shirts, fine. Tu sais, je veux dire, paye-les comme il faut, puis après ça, respecte-les, puis that's it. Mais si toi-même, ton monde sur ta chaîne d'assemblage qui font des t-shirts, tu veux qu'il y ait une expérience cool à la job, puis qu'ils aiment ça, puis tout ça, puis qu'il y ait une ambiance positive, Mhm. fine, mais t'es pas obligé. Tu sais, je veux Ouais. dire, tu fais ce que tu veux. Dans le fond, c'est ta micro-société, une business. Tu m'as vraiment sensibilisé là-dessus, Adriane, Mhm. quand tu m'as débloqué une croyance par rapport à la délégation. Là. Quand on est un entrepreneur, là, le plus gros privilège qu'on a, c'est de déléguer. Ouais. C'est comme créer Dieu, en tout cas pour ceux qui y croient, il nous a donné le libre arbitre. Puis le libre arbitre nous permet de créer, dans le fond. Ouais. Mais quand tu es entrepreneur, tu amènes ça au niveau le plus pur qu'il n'y a pas. Tu construis quelque chose comme tu as envie, avec les lois d'un pays, mais tu crées, tu Mhm. délègues. Puis tu peux créer Ouais. ta propre culture, ta propre micro-société, tes propres ramifications. C'est un pouvoir que l'entrepreneur a, ou Mhm. l'intrapreneur, ou un gestionnaire dans une entreprise. C'est, c'est ça la culture en réalité. Tu sais. Et avec ce grand pouvoir-là viennent des grandes responsabilités. Fallait que There je le you plug. fucking go. Fait que, ouais, la responsabilité, c'est super important. Quand je parle de responsabilité, c'est pas être sois responsable, blablabla. C'est pas ça. C'est plus de répondre de. Puis de Mhm, dire, OK, ben si c'est moi le patron de la création que je suis en train de faire actuellement, ben à quel niveau je donne du lousse aux gens de créer puis challenger mes propres croyances puis mes propres biais cognitifs et tout ça. Là. Fait que je dis que c'est tough l'entrepreneurship parce que l'humain, c'est complexe. C'est pas mhm. une bébite simple à comprendre. Il y a quand même, moi, je suis un passionné de mécanique de ça. Fait que pour moi, c'est rendu mécanique. Mais quand même, des fois, ça ne répond pas comme ça devrait répondre. Puis t'es comme, oh, OK, il y a quelque chose que je ne vois pas là-dedans. Ah ouais. Puis j'aime aussi voir qu'est-ce que ça fait quand on ampute des gens d'une compagnie qui fonctionne bien. Ça, je l'ai vu également. Tu sais, comme les gens, des fois, ils sont tellement occupés dans leur microcosme de problèmes. Mettons des entrepreneurs dans une compagnie de, tu sais, mettons, de 20-30 millions qui font pas Mhm. attention que la directrice générale est en train de burn-out. Ils s'en rendent juste pas compte. Puis là, elle quitte, du jour au lendemain. Et il y a une implosion qui se crée au niveau du leadership, là, un gros trou. Puis là, les gens, ils font comme ah shit, man. Là, ils deviennent réactifs par rapport à ça. Puis ils disent l'entrepreneurship, c'est donc bien de la merde. Ben, non. L'état actuel dans lequel tu es, c'est de la merde. Il dit mais la personne, elle subissait ton ignorance pendant tout ce temps-là. Puis elle n'a pas levé la main et tout ça. En tout cas, il y a plein de détails. Mais ça reste quand même que c'est une gestion des émotions. Ouais. Puis les gens ne voient pas ça comme business. Non, man, it's all about the business. C'est comme les émotions, puis l'état d'être des gens, c'est calissement plus important des fois que des processus. Puis même de faire la vente. Des fois. Tu sais, comme sauvegarder, par exemple, ça, je pense qu'on en a parlé, toi puis moi, entre sauvegarder un client, un employé, lequel tu prends. Tu sais. Ça va dépendre, mais souvent je vais garder l'employé, man. Tu Ouais. sais, on Ouais. s'entend là. Ouais, souvent, tu vas garder l'employé parce que l'employé est une partie de ta compagnie. Fait que Exact. pourquoi? Tu sais, tu vas-tu vraiment amputer une partie de ta compagnie pour sauver un client? Des clients, il y en a en tonnes. Des employés, pas tout le temps. Mm. Puis ça reste quand même une personne avec qui tu as un attachement. Il y a des relations internes, tu sais, comme il y a plein d'affaires qui se sont connectées ensemble. Là. C'est comme un chandail. Là. Tu vas pas déchirer une manche, c'est weird. Mm. Fait que, anyway, pour en parler longtemps, on va commencer à faire notre wrap-up vers la fin. On va commencer à atterrir cette discussion-là sur l'affaire qui est la plus importante. Parce que la game de l'entrepreneurship, c'est fucking tough. Et il ne faut pas quitter ce bateau-là, malgré que ce soit super tough.
T'as-tu déjà eu le goût de quitter ta business? Je te dirais peut-être environ, en moyenne, peut-être une fois par semaine, depuis les 18 dernières années. À C'est peu bon. près, là, tu sais, sans farce, man. Je pense à tous les semaines, là. Tu sais, c'est pas des grosses pensées, là, mais tu sais, tu y penses tout le temps, là. Puis honnêtement, c'est comme quand tu fais un marathon, j'imagine. J'ai jamais fait un marathon, mais j'ai déjà fait des épreuves sportives qui sont quand même longues. À toutes les 3 minutes, tu as envie d'arrêter de pédaler ou arrêter de courir. Ouais. Je veux dire, sinon, tout le monde le ferait des estis de marathon. Ça serait pas compliqué, tu sais. Fait que c'est un peu la même affaire, man. Tu sais, combien de fois, quand tu as eu un enfant qui se réveillait dans la nuit, tu avais, tu sais, je veux dire, des fois envie de le prendre, de le coller par la fenêtre, là. Tu Mm. sais, c'est juste, tu le fais pas. Ouais. Tu get your shit together, puis t'avances, puis tu sais, c'est sûr, il faut que tu fasses attention à ta santé mentale, puis tout ça aussi, parce que, tu Ouais. sais, un burn-out, c'est 6 mois, un an sans remettre, des fois, là. Mais Mhm. ça reste que pas vraiment lâcher, à mon avis, jusqu'à temps que tu penses que tu as fait le tour. J'ai eu un petit message urgent qui est rentré pendant que tu parlais, un de mes clients qui me disait: Écoute, Carl, on peut avoir une petite consultation one-on-one ensemble parce que il dit, tu sais, j'ai eu des dettes de mon année 1. Mon année 2, j'arrive break-even, puis je me tire un petit salaire, puis tu sais, là, je suis en train de me dire que je fais-tu faillite perso, puis tout ça, on peut-tu checker les affaires ensemble? Sûrement qu'il y a plein de solutions pour ce gars-là. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu à la main. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? J'ai un CPA à l'interne chez nous. Let's go, man. Je vais te donner un 3, 4, 5, 6, 8 heures d'accompagnement. On va voir si on peut t'aider. Après ça, c'est un client à vie, là, si ça fonctionne. Fait Ouais. que je pense qu'il faut juste apprendre à demander de l'aide avant qu'il soit trop tard. Puis, le best, c'est quand ça commence à mal aller de demander de l'aide. Puis d'essayer de toffer le plus longtemps possible. Je, je m'en souviens, il y a une fois, j'ai vraiment pensé abandonner. Je pense que c'était en 2020 à Noël. C'est ça? Ouais, exactement. Exactement ça. Parce que je me disais, Chris, je ferais de la consultation tout seul, je ferais bien plus d'argent, tu sais. Ouais. Puis la COVID est arrivée, j'ai ramassé le prêt du PACME de 40 000, puis ça m'a donné la confiance de crisser le pied dans le fond, puis tout a changé. C'est quand même fou, pareil, hein? Ouais. Incroyable. Ouais. Moi, c'est, tu sais, te voyant de l'externe sans émotion, je sais que ton système il est fou parce que c'est innovant. La manière que tu as fait les affaires, c'est innovant. Le marché a besoin de ça. Tu as comme amené une solution dans le marché qui est un besoin pressant, qui l'est encore puis qui s'accélère. Et il n'y a pas assez de gros actuellement au Québec. Il faudrait qu'il y en ait plus des comme toi, ou toi, tu devrais être 10 fois plus gros que qu'est-ce que tu es là. Après ça, c'est toi qui décides à quelle grosseur tu vas dans la compagnie et ta capacité de te rendre jusque-là. Mais il y a une chose qui est sûre, tu as nommé souvent travailler sur la compagnie, non pas dans la compagnie, te donner du temps, gérer les émotions, être en relation autant avec tes clients qu'avec ton staff, créer une culture, puis nous, on finit par dire, ben, demande de l'aide. On l'a répété au début, on le répète à la fin, puis si jamais tu ne quittes pas, c'est une question de temps. T'sais, si tu changes, tu es continuellement en train de t'adapter, c'est une question de temps que ça arrive. Les gens ont tendance à ne pas faire confiance à la capacité d'adaptation d'un humain, mais l'humain, par défaut, c'est une machine qui s'adapte. Donc, tu t'adaptes à la difficulté de l'entrepreneuriat. Hey, c'est difficile de vendre jusqu'à temps que tu apprennes à vendre, puis là, c'est plus difficile. Hey, c'est difficile de gérer jusqu'à temps que tu apprennes à gérer, puis là, c'est pas difficile de gérer. Hey, c'est difficile les relations humaines jusqu'à temps que tu commences à bien jaser, bien communiquer, bien gérer tes émotions. Hop, là, tout d'un coup, c'est facile. Puis là, tu combines ces skills-là sur une période de temps si tu as focalisé justement à te développer. Puis là, tu fais du cash, tu te libères des opérations. Puis là, tu fais comme, oh shit, OK, ça se faisait, là. Ouais, mais il y a un chemin. Il y a un cheminement, puis si tu focalises sur ces affaires-là, c'est une question de temps. Quitte pas en attendant de te rendre jusque-là. Puis je trouve ça le fun, moi, la perspective. On se parlait il y a 5 ans, puis on n'avait pas les mêmes talks, ni la même évolution, ni la même, je pense, niveau de conscience. Ni toi, ni moi, là. On était moins compétents de qui on est, moins compétents et moins conscients de qui nous sommes maintenant. Là, c'est le fun de regarder la perspective puis de voir comment qu'on travaille puis comment qu'on se place par rapport à notre marché. C'est à qui on se compare, par exemple, puis c'est quoi les résultats qu'on a sur le terrain. Puis je trouve ça inspirant. Tu m'inspires beaucoup, man. Je suis content que tu sois là.
Puis on va se revoir bientôt dans l'escadron. Justement. Définitivement. Ben lundi, moi, il faut que je vous quitte là-dessus. Justement, Yes. j'ai un appel de vente dans 1 minute. Mais merci de m'avoir invité à ton live, Adriane. Puis on se rejase très rapidement. Excellent. Merci tout le monde. Au revoir. Bye. À la prochaine. Salut. Bye bye. Salut.